Bonjour tout le monde. Alors là, je suis ravi tout d'abord de me présenter. Donc, Abdelaziz Brado, je suis directeur adjoint de la recherche et de la coopération à l'école Mohammedia. Je suis bien entendu professeur à l'école Mohammedia d'ingénieur. Alors, j'ai l'immense plaisir de modérer cette deuxième table ronde dans le cadre de cette deuxième édition de la semaine l'Afrique des solutions. Alors, après une première table ronde orientée Afrique, donc là on va se focaliser dans cette deuxième table ronde sur la mise en lumière de la diversité et la richesse des initiatives innovantes issues de secteurs variés de l'économie marocaine. Alors, le Maroc connaît effectivement une dynamique économique qui se traduit par un ensemble d'initiatives et projets innovants qui permettent d'accompagner donc le pays à répondre aux défis économiques et sociaux contemporains. Le Maroc connaît également une effervescence entrepreneuriale et l'émergence d'un écosystème dynamique de start-up, particulièrement dans les technologies numériques, la fintech, les énergies renouvelables et j'en passe. Par ailleurs, donc le Maroc encourage également des projets innovants à impact social, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé. Alors je note également la forte dynamique du royaume vers une transition énergétique durable qui se traduit par de grands projets nationaux, internationaux. Donc il y a eu un échange par rapport à la dynamique vis-à-vis des énergies renouvelables lors de la première table ronde. Donc on va mettre l'emphase sur un écosystème de start-up qui contribue à ce développement, qui accompagne cette transition énergétique. Je note également que le secteur agricole marocain innove avec des pratiques durables et technologies avancées à travers l'utilisation de techniques modernes pour améliorer la productivité tout en respectant l'environnement. Alors, ceci se fait à travers des initiatives ciblant une agriculture de précision, permettant d'adapter des méthodes pour répondre aux défis contemporains. Alors, je note également la dynamique qui est traduite par un ensemble d'initiatives dans le domaine de l'eau pour faire face aux challenges ou bien au stress hydrique. Donc cela bon, j'ai pas été exhaustif, mais j'ai listé quelques initiatives qui ont besoin d'un écosystème dynamique qui encourage l'entrepreneuriat et l'innovation pour nous permettre de se positionner comme acteur clé sur la scène africaine et mondiale. Donc cette table ronde permettra de présenter quelques initiatives de secteurs variés. Donc notamment on va toucher à l'éclairage intelligent, l'agriculture plutôt, l'efficacité énergétique, la technologie numérique, l'innovation sociale et le financement durable. Alors bien entendu nous avons 10 000 intervenants donc, qui vont nous partager avec nous donc, ces initiatives-là. Alors rapidement, je vais appeler donc, les membres de cette table ronde. Monsieur Fadel Roulin. C'est Fadel. Donc Monsieur Roulin n'est pas encore arrivé. Monsieur Mohamed Ben Ahmed. Est-ce que vous êtes... Voilà, c'est Ben Ahmed. Donc, expert en financement durable, président de l'Alliance marocaine Innovation et Émergence. Donc, son intervention mettra l'emphase sur l'importance d'une approche systémique pour l'innovation collaborative dans une feuille de route de développement durable dans les territoires.
l'intervenante suivante, c'est Madame Wafa Ghallam. Madame Ghallam est CEO et fondatrice de Visio Process Morocco. Donc elle va nous éclairer sur la place de solutions intelligentes pour un développement durable, et en particulier dans le domaine de l'efficacité énergétique. Alors, Monsieur Ammar, professeur Hassan Ammar, est directeur du Centre d'innovation technologique à l'École Mohammedia d'ingénieurs et également professeur au département génie électrique à l'EMI. Donc, il nous donnera donc une idée sur les initiatives du Centre d'innovation technologique à l'EMI pour soutenir les jeunes talents de l'écosystème entrepreneurial. Alors, Monsieur Samir Msaoudi. Voilà. Donc, Monsieur Msaoudi, adhérent avec l'association 10 000 codeurs, est passionné pour le développement de nouveaux business et technologies innovantes. Donc il va nous faire part de son expérience avec la jeunesse africaine. Et alors, last but not least, c'est une équipe de jeunes étudiants de l'EMI, de jeunes élèves ingénieurs à l'école Mohammedia, qui se sont démarqués à travers leur prouesse dans la Enactus World Cup. Alors, on ne peut pas avoir tout le monde donc parmi nous, mais on va appeler alors M. Marwan Tamsamani, président du club Enactus, qui, je cite, est un club d'une soixantaine d'étudiants, d'élèves ingénieurs à l'EMI. Voilà. Donc là, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette table ronde. Alors, pour le déroulement de la table ronde, moi je propose de le faire en 2 temps. Bon, peut-être une première itération où nos intervenants vont nous faire part de leur expérience. Donc là, bon, ça va être peut-être structuré autour de questions que je vais proposer. Et donc, une deuxième itération avec peut-être des remarques de clôture bon, pour nous permettre de rester dans les temps. Donc, vous allez faire une présentation. D'accord. Donc là, on doit vérifier que les présentations sont sur la machine. Non. Alors apparemment, on n'a pas reçu les présentations. Vous avez un fichier. Parfait. C'est votre présentation. Parfait. D'accord, donc là, on s'excuse pour ce petit contretemps. Donc là, il y a un petit décalage en matière de réception de présentation qu'on n'a pas sur la machine. Alors, je pense qu'on va faire sans présentation en attendant de recevoir la présentation de Madame Ghallam. Alors, donc on va commencer par l'intervention de Monsieur Mohamed Ben Ahmed, expert financement durable et président de l'Alliance marocaine Innovation et Émergence. Donc, c'est Ben Ahmed, selon vous, comment l'innovation collaborative entre l'État, les entreprises, les territoires et la société civile peut-elle accélérer le développement durable et les objectifs de développement durable au Maroc? Si vous permettez, vous pouvez nous donner un petit background donc, pour dresser un peu le décor par rapport à votre réponse à cette question. Merci. D'abord, je voudrais
remercier les organisateurs de la pertinence et aussi de l'actualité de cet événement. Je crois que c'est la deuxième édition, et on l'a vu aussi à Casablanca, c'est excellent. Et donc de m'avoir donné aussi l'opportunité de partager avec vous quelques expériences modestes et aussi des solutions, parce que nous sommes dans une semaine de solutions. Donc je pense qu'il est très important que nous concentrions notre intervention dans les solutions, quoique les concepts soient aussi importants. Hein. Donc je me présente, je suis ingénieur d'EBMI, 1990, hydraulicien. J'ai fait ma carrière, pratiquement toute ma carrière, dans le service public. J'étais au Fonds d'équipement communal. C'est un organisme spécialisé dans le financement du développement territorial. Il existe depuis maintenant, je crois, presque 70 ans. 65 ans, 1959, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est un organisme qui a pour mission un peu d'accompagner sur le plan technique, sur le plan financier, les territoires dans leur diversité, les régions, les provinces, les communes, leurs groupements, les sociétés qui en émanent, etc. Donc je suis aussi, j'ai aussi une casquette, je dirais, de société civile en étant président de l'AMI, l'Association marocaine d'innovation et d'émergence, parce que je suis un passionné de l'innovation. Alors quand je dis l'innovation, ce n'est pas seulement l'innovation technologique, c'est ce qui vient à l'esprit en général quand on parle d'innovation. On croit qu'elle est technologique, mais elle n'est pas seulement technologique, elle est aussi publique. On parle d'innovation publique, elle est aussi territoriale, l'innovation dans les territoires. On parle aussi d'innovation financière, il faut des financements innovants. Et je crois que la locution d'ouverture a pointé du doigt cet aspect extrêmement important. On parle aussi d'innovation juridique. Il faut innover dans les montages juridiques des projets et dans les aspects contractuels. Et on parle aussi d'innovation dans la gouvernance. Je pense que ça, c'est un aspect très, très, très important, particulièrement pour le continent africain. Je ne crois pas que vous allez me contredire que l'un des obstacles majeurs à la transformation de l'Afrique, c'est la gouvernance. Quand je dis gouvernance, c'est la gouvernance à toutes les échelles, au niveau des États, au niveau des collectivités territoriales, au niveau du secteur privé, et même au niveau de la société civile. Donc c'est un point sur lequel j'ai voulu mettre un peu l'accent pour un peu planter le décor pour ma présentation. Alors toutes les formes d'innovation dont je viens de parler devraient normalement converger vers le développement. Moi j'aime bien dire le développement, j'aime pas trop qu'on dise le développement durable, parce qu'un développement qui n'est pas durable, ce n'est pas un développement. Donc le développement, il doit être forcément durable. Donc en guise d'introduction, je dirais que l'innovation, tout comme le développement d'ailleurs, elle doit être menée selon une approche systémique, une approche avec des écosystèmes, et aussi une approche collaborative, une approche où tout le monde doit participer à cette innovation, sans vraiment laisser personne pour compte. On a tendance à croire que seulement les gens qui sont d'un certain niveau intellectuel ou universitaire qui sont capables de faire de l'innovation, c'est faux. C'est totalement faux, parce qu'on peut faire de l'innovation même en étant ouvrier, même en étant un petit agriculteur, même en étant un petit artisan, enfin un petit, je dirais pas un petit, un artisan, un agriculteur, un ouvrier. Tous ces gens-là ont le potentiel d'innover et de contribuer. D'ailleurs, les meilleures innovations, ce sont celles qui partent du bas vers le haut, hein, parce que l'innovation ne doit pas être imposée, elle doit être normalement dans une approche un peu bottom-up, comme on dit, et cette innovation donc, ne doit pas se faire en silo, comme c'est le cas dans plusieurs secteurs, elle doit se faire d'une manière systémique, et donc et surtout être ancrée dans les territoires, hein, parce que comme vous le savez, les territoires, ce sont la cellule du développement. Le développement durable, enfin le développement, il se fera dans les territoires ou il ne se fera pas. Là, le Maroc, je pense qu'il a une grande expérience en la matière dans sa politique de décentralisation depuis 30 ans ou 40 ans. Et je pense qu'on a bien compris que
à travers la régionalisation avancée, à travers le nouveau modèle de développement, on a bien compris qu'il faut inverser la pyramide, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut que les territoires soient les déclencheurs et les catalyseurs de l'innovation, parce que c'est dans les territoires que se jouent toutes les problématiques et tous les défis environnementaux, les défis industriels, les défis de l'emploi, les défis de la création d'activités, de valeurs, les défis de l'écologie. Et donc, je tenais aussi à préciser ça. Alors, l'innovation, elle doit se faire, comme elle est systémique, elle doit se faire au sein des systèmes. Et elle doit se faire aussi selon un certain nombre je dirais, de fondamentaux. On appelle ça dans le jargon de fonctions. Il y a d'abord le développement des connaissances. Il faut que les gens se mettent ensemble pour co-développer les connaissances. Il faut diffuser ces connaissances pour qu'elles soient exploitées en temps opportun. Il faut aussi orienter les technologies et les recherches pour que ces connaissances soient utiles au bon moment et au bon endroit. Il faut créer des marchés pour l'innovation. Ça ne sert à rien d'innover, d'encourager une start-up, d'innover dans un produit, dans un service, s'il n'y a pas de marché. Donc c'est comme si vous jetez de l'argent par la fenêtre. Il faut mobiliser des ressources de financement et aussi des ressources humaines et matérielles. Il faut des politiques volontaristes de soutien à l'entrepreneuriat et aux start-up, donc à l'innovation, aux entreprises innovantes, on va dire. Et il faut que cette innovation soit légitime aussi. Il faut créer une certaine légitimité, une certaine acceptabilité de cette innovation, que ce soit par les institutions ou par la société elle-même. Alors, quand je dis les acteurs de l'innovation, ce qu'on appelle aussi dans le jargon, le quadruple hélice, c'est-à-dire il faut que, pour qu'une innovation réussisse, pour qu'elle soit efficace, qu'elle soit efficiente, il faut qu'il y ait la présence d'un certain nombre d'acteurs essentiels. L'État central et aussi les collectivités territoriales, encore une fois, le secteur privé, la communauté scientifique, donc la recherche scientifique et la R&D, et la société civile, évidemment, parce que c'est elle qui exprime les besoins de développement qui sont censés être adressés par l'innovation. Il y a un autre aspect extrêmement important, excusez-moi, ce sont des concepts, c'est très important de les citer, parce que tout le monde parle d'innovation, tout le monde veut faire de l'innovation, mais si on ça, ce n'est pas ma propre thèse. Quand je vais dire tout ça, ce sont des sommités dans le domaine de l'innovation qui disent qu'après expérimentation, après benchmark, après évaluation des succès, évaluation des échecs et tout ça, ils sont sortis avec ce canevas, on va dire, de l'innovation. Il faut que ce soit sur des systèmes, selon des fonctions et aussi selon des méthodes. Alors il y a 5 grandes méthodes. Il y a la première méthode, c'est le design thinking, c'est-à-dire une approche un peu qui permet de comprendre les besoins d'une manière scientifique, avec des données, avec des datas qui sont fiables, pour générer des idées créatives, pour prototyper et pour tester par la suite les solutions. Donc ça permet de résoudre des problèmes généralement qui sont complexes de manière itérative, parce que ce n'est pas un travail ponctuel, c'est un travail continu, itératif dans le temps. Donc la deuxième méthode, c'est le system thinking. C'est une approche un peu qui examine les problèmes, les problématiques, en tenant compte des relations, des interdépendances entre les éléments du système. Donc ça permet d'avoir une vision écosystémique de l'innovation. Il y a le troisième pilier qui est extrêmement important aussi, c'est ce qu'on appelle en anglais le Outcome Drive Innovation. C'est-à-dire il faut que c'est une méthode un peu qui se concentre sur les résultats, donc une innovation orientée vers les résultats, qui permet surtout d'identifier les besoins non satisfaits, hein, les jobs to be done, comme on dit, et orienter les efforts d'innovation pour la création de solutions et de résultats. Il y a aussi la nécessité d'avoir une organisation agile, parce que l'innovation, elle ne doit pas se faire dans une bureaucratie, dans un monde, dans un écosystème qui est sclérosé par les procédures, donc il faut vraiment que ce soit agile, donc il faut qu'il y ait une organisation agile qui facilite la collaboration, qui facilite un peu l'adaptabilité permanente, parce que peut-être une idée innovante maintenant, dans quelques temps, ne
ne le sera plus, parce qu'il y a d'autres innovateurs qui ont pensé à des choses bien meilleures, plus compétitives, plus intéressantes, plus efficaces. Et puis il y a la notion du job de to be done, comme j'ai dit, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer sur ce que cherchent les clients à travers cette innovation et comprendre un peu leur motivation et bien sûr trouver des solutions qui répondent effectivement à leurs attentes. Alors je vais passer vers les territoires, mon domaine de prédilection, je dirais, le financement des territoires. Je dirais que le territoire, ce sont les lieux par excellence de co-création de l'innovation et des solutions. Bon, par exemple, je vais citer des exemples, comme il faut illustrer quand même. Au Maroc, pour ne citer que cela, il y a des dizaines, des centaines d'exemples. Ce sont des petits projets, des systèmes d'irrigation, qui sont dans le sud en général du Maroc, à Tafarot par exemple, avec des pompes solaires qui permettent un peu à l'agriculteur d'être autonome, de ne pas dépendre des caprices, entre guillemets, de la météo, des initiatives d'éclairage public intelligent. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés que moi pour en parler. Bon, d'autant que le fait que là où j'étais, on a été un peu le précurseur de ces éclairages publics intelligents avec la création de sociétés de développement local. Donc là où il y a aussi de l'innovation dans la gouvernance, c'est-à-dire c'est un projet, l'éclairage public c'est un secteur qui est très technique, il y a beaucoup de technicité. Et il nécessite des innovations permanentes, constantes. Donc le laisser chez la commune, sans diminuer de l'importance de la commune, qui doit faire de la planification, de la régulation, de la stratégie, elle doit se décharger de ce genre de secteurs qui sont très techniques, qui nécessitent des montages financiers innovants aussi. Et donc les sociétés de développement local, au Maroc, je pense, elles ont été une innovation qui mérite d'inspirer, je dirais, nos amis africains des autres pays amis africains. Je peux aussi citer la Smart City de Benguerir, qui est une ville intelligente avec un pôle d'innovation durable qui a été propulsé par l'Université Mohamed VI Polytechnique. Il y a la ville de Chefchaouen, c'est une petite ville, mais qui a une grande référence nationale grâce à ses innovations dans le domaine de l'éclairage public, dans le domaine de l'écologie de manière générale, du tourisme écologique. Et puis, tout à l'heure, plusieurs personnes en ont parlé, l'innovation dans la gestion circulaire, dans ce qui est déchets, la valorisation énergétique des déchets, le recyclage, les pneus à Geocycle, l'innovation en matière de PPP, c'est-à-dire faire des partenaires publics-privés pour le recyclage du plastique, par exemple. Et puis le côté du financement. La finance durable. Moi, je pense que le financement, ce n'est pas un problème. Pas un problème. Les ressources financières, je dirais qu'elles sont même abondantes à travers le monde. Il y a des instruments, il y a une diversité d'instruments. C'est vrai qu'ils sont complexes, parce que quelqu'un dirait qu'il faut un fonds pour aller demander des fonds. Parce que ça demande des études, ça demande de préparer les projets, de répondre aux critères d'éligibilité, c'est des bailleurs de fonds. Mais c'est là où il faut peut-être renforcer les capacités des acteurs, que ce soit l'État, les collectivités, le secteur privé, la société civile, à être capable de préparer des projets bancables. Donc par les instruments de la finance verte, par les instruments du Fonds vert climat, par les fonds d'investissement climatique, par les obligations vertes, qui sont aussi des instruments innovants qui peuvent sécuriser le financement des projets orientés vers les ODD. Et tout ça nécessite d'avoir une vision. Parce qu'on ne va pas commencer par les projets, il faut que ces projets répondent à une certaine vision, une vision de développement qui est co-construite par l'ensemble des parties prenantes. Et pourquoi pas créer des systèmes régionaux d'innovation. Dans le Maroc, il y a 12 régions. Chaque région a ses propres spécificités climatiques, économiques, sociales, historiques, etc. Je pense qu'il est extrêmement important de contextualiser cette innovation dans les régions. Chaque région doit disposer de son propre réseau d'innovation, ou ce qu'on appelle les systèmes socio-techniques d'innovation, qui permettent de co-créer de la valeur, co-créer une vision partagée et de prioriser les projets
qui ont une forte valeur économique et sociale. Bon, il y a d'autres exemples qui sont très intéressants à citer, comme le programme NOR. Je pense que mon ami Sembouskili en a largement parlé tout à l'heure. Je veux citer un exemple aussi d'un pays ami, le Sénégal, la cité verte de Diamniadio. C'est une cité verte qui a démontré que des solutions innovantes peuvent être partagées et répliquées entre pays africains. Bien sûr, ce sont des bonnes pratiques qui doivent être dupliquées. Alors je finirai par un appel. Je dirais que d'abord l'innovation c'est un effort collectif, comme conclusion, comme mot-clé de la conclusion. Chaque acteur à son niveau doit apporter sa pierre à l'édifice de l'innovation pour transformer les défis en opportunités. Ça, c'est l'un des aspects ingénieux, je dirais, d'une innovation. Vous avez un défi, vous avez un problème, il faut le transformer en une opportunité. Au Maroc, maintenant, nous avons un problème crucial, celui de l'eau, par exemple, pour ne citer que l'eau, qui est d'actualité. Sa Majesté le roi lui-même, il prend le sujet en main et il en parle à plusieurs reprises. Il n'arrête pas de marteler pour l'eau. Mais on peut transformer ce défi, cette difficulté, ce stress hydrique structurel, on peut le transformer en une opportunité. Comment? Eh bien, en innovant dans les techniques non conventionnelles, le dessalement de mer, qui est respectueux bien sûr de l'environnement. Pas le dessalement qui envoie la saumure dans l'océan, pour faire plaisir aussi à madame qui a parlé de l'économie bleue, de la réutilisation des eaux usées dans les espaces verts, de l'agriculture, même pourquoi pas, pour l'agriculture, et j'en passe. Donc il y a vraiment matière. L'eau, par exemple, au Maroc, nous avons des barrages, des retenues, avec un problème d'évaporation, d'évapotranspiration. Nous avons des retenues, nous avons investi énormément d'argent dans les barrages, mais je crois qu'il y a un pourcentage de 40%. 40%, c'est énorme. 40% qui sont... C'est vrai, vous me direz, il s'évapore et il y a le cycle de vie qui va le transformer en pluie. Mais nous, on a besoin de cette eau immédiatement. On ne va pas attendre que cette eau s'évapore et demander le bon Dieu de lui donner un circuit pour qu'elle se transforme en pluie chine. Donc il y a aussi le photovoltaïque en mer qui permet de produire de l'eau dessalée, et en même temps de produire de l'énergie. Ça, je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas dans ce pays. Ce sont des solutions qui ont été éprouvées dans beaucoup de pays. Oui, le dessalement, mais le dessalement, attention, il ne faut pas... Le dessalement, c'est une solution d'urgence, mais ce n'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions qui méritent d'être adressées. Voilà, et enfin, il faut que tout ça, sans un partenariat transversal, multisectoriel, avec je dirais, une convergence des logiques d'intervention et une approche intégrée, systémique, je pense que tout ça, ça va rester des pieux vieux. Merci. Merci Sébène Ahmed pour cette intervention où j'ai retenu, en fait, je prenais des notes et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pris beaucoup de notes. C'était une intervention très très riche. Bon, peut-être que ce que j'ai noté principalement, c'est que c'est l'importance d'ancrer l'innovation au territoire, d'accord. Qui dit ancrer l'innovation au territoire, donc c'est l'ancrer à la vision globale, à la vision nationale. J'ai noté également l'importance d'adopter une approche multiperspective à l'innovation. Souvent, on a tendance à aborder donc les aspects technologiques, les aspects techniques, on cherche à trouver des solutions, mais il y a pas mal d'aspects qui peuvent entraver le déploiement des solutions innovantes sur le plan technologique. Donc là, j'ai noté les 5 dimensions publiques, territoriales, juridiques, l'aspect gouvernance. Vous avez également parlé d'outils, donc qui sont là, qui sont à la portée des gens donc, qui veulent se lancer dans des idées novatrices, des solutions à des problématiques existantes. Et puis il y a l'aspect financement. Moi je souligne donc l'aspect, le terme projet
projets bancables. Donc, le financement est abondant, mais est-ce que les porteurs de projets vont parvenir à décrocher le financement, donc à valoriser correctement donc, leur projet, à le vendre correctement pour décrocher donc, les financements nécessaires. Sans tarder, donc là je passe à notre deuxième intervenante, Madame Wafa Allem. Bon, j'ai noté une question donc, qui est en relation avec peut-être la solution Smart Globe. Alors comment les solutions Smart Globe répondent-elles aux besoins d'un écosystème en pleine transition énergétique? Donc en faisant une petite recherche, donc là j'ai vu que la finalité c'est l'efficacité énergétique en utilisant de l'intelligence, en utilisant des données. Donc là, à travers votre témoignage, donc on va peut-être avoir plus d'éclairage par rapport à cet aspect. À vous la parole. Donc la présentation est prête. Oui, est disponible. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc malheureusement la présentation n'est pas disponible, donc je vais essayer de le faire en essayant d'illustrer un maximum pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc je suis Wafa Allem, la CEO de la société Visioprocess, et donc notre innovation effectivement est en lien avec l'efficacité énergétique, puisque notre logiciel permet en 2 ans d'obtenir jusqu'à 40% d'économie d'énergie, toute énergie confondue, que ce soit électricité, fluide, fuel, gaz, etc. L'approche elle a été de pouvoir justement répondre à un besoin et d'essayer de la transformer en opportunité. On s'est rendu compte, en étant tous issus, avec mes associés, du monde de l'énergétique, du bâtiment et de l'informatique, on s'est rendu compte que dans les bâtiments, tertiaires, industriels, je vais peut-être changer de... C'est pas grave, on va la faire comme ça, pas de problème. Donc du coup, voilà, l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour des bâtiments existants tertiaires et industriels qui ont des consommations énergétiques
assez importante, connaissant aujourd'hui la hausse de l'énergie, par exemple de l'électricité dans le monde entier. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aider à réduire les consommations énergétiques avec un investissement moindre et avec un rendement très rapide? On s'est rendu compte en étant dans le bâtiment qu'il y a des gros industriels qui aujourd'hui vendent ce genre de logiciel, mais sont des installateurs de matériel. Et donc ils vendent du matériel. Et nous on s'est dit comment on va essayer de faire en sorte que pour nos pays, en l'occurrence le projet a démarré en France, parce que je fais partie de la fameuse diaspora dont on parlait tout à l'heure, et je suis moi rentrée au Maroc en 2016, d'abord dans le monde de la construction, et après en montant la start-up avec mes amis qui étaient étudiants avec moi à l'époque. Et donc on est parti de ce constat-là. Aujourd'hui, sur les bâtiments, il faut savoir que quand un bureau d'études conceptionne le bâtiment, il va généralement surdimensionner le besoin. Pourquoi? Parce que pendant la vie d'un projet de construction, les besoins vont être augmentés, les modifications vont arriver de la part du maître d'ouvrage, des autorités, des bureaux d'études. Donc du coup, le bureau d'études, quand il fait cette conception, il va se dire « Ok, il faut que je surdimensionne un peu le besoin, parce que je sais que le projet va évoluer ». Une fois qu'on arrive dans la construction, les installateurs vont venir et généralement, l'objectif c'est quoi? C'est de prouver que ça fonctionne et prendre son dû et s'en aller. Donc du coup, on va mettre les machines à fond. Et donc du coup, une fois qu'on appuie sur le bouton et que l'exploitant rentre dans le bâtiment, que ce soit un hôtel, un centre commercial, une usine, on se rend compte qu'il y a déjà quasiment 20% de surconsommation qu'on aurait pu éviter. Et donc nous, avec ce logiciel-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir essayer de récupérer ces 20% et on va aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, ben, c'est ce qu'on va faire d'une manière simple, c'est installer un processeur, donc le hardware, qui va être dans les locaux techniques. On va câbler les équipements, tout ce qui est communicant va pouvoir passer dans notre passerelle. Et le gros avantage dans la rénovation, c'est que on a des entreprises, des PME, des industries qui n'ont pas forcément les moyens de faire de la rénovation énergétique et d'investir beaucoup d'argent. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire on va mettre une passerelle qui va être multi-protocole et donc qui va permettre, à ce que le client puisse rester avec les équipements qu'il a, les marques qu'il a, et de deux, comment faire pour ne pas perturber un site qui est déjà en train de tourner et en même temps de ne pas avoir à faire beaucoup de travaux. Et donc on a développé aussi les protocoles sans fil, dont un protocole qui est aujourd'hui très intéressant, qui est le protocole LoRaWAN, qui nous permet aujourd'hui de capter les données jusqu'à 10 km. Donc voilà, avec la multitude des protocoles, on arrive à proposer un produit qui n'est pas invasif, qui a un rendement très rapide et surtout le plus faible possible. Donc c'est comme ça que Smart Globe est né, et donc on a 3 outils sur la même interface pour la gestion de l'exploitation. L'Energy Manager, on va comprendre, parce qu'aujourd'hui c'est la grande problématique, c'est que tout le monde exploite des bâtiments, mais personne ne comprend comment on consomme ce bâtiment. On voit des factures arriver, on les paye, et puis c'est tout. Donc on va faire de l'Energy Manager, c'est-à-dire on va comprendre et vulgariser les consommations du bâtiment, on va aller chercher toutes les pistes d'économie, on va essayer de prédire et d'alerter le client dès qu'il y a une dérive énergétique. On a intégré aussi de l'intelligence artificielle de sorte à pouvoir faire votre jumeau numérique, c'est-à-dire que les data vont remonter en temps réel. Dès qu'il y a une dérive, vous êtes directement alerté, ce qui vous permet de faire de la maintenance prédictive. Changer un filtre sur une centrale de traitement d'air, c'est toujours bien de le savoir, plutôt que de laisser la machine tourner 1 an de plus, et derrière avoir à changer tout un équipement qui va vous coûter très cher. D'ailleurs, on peut prendre l'exemple très simple. Vous regardez aujourd'hui les grands centres commerciaux, après 2-3 ans d'exploitation, vous vous rendez compte que quand vous rentrez dedans, il fait très très chaud souvent. Et souvent, c'est parce que la maintenance est très mal faite, que les machines tombent en panne, et que quand on se rend compte de combien ça coûte de refaire importer la machine, on se dit, bon, ben, c'est pas grave, il y a un peu d'air, on laisse comme ça. Donc, au détriment du confort des gens. Donc nous, on va aller chercher tout ça. Le deuxième outil, pour aller encore essayer de gratter ces 40%, c'est de pouvoir piloter et automatiser la gestion et l'automatisation de tous les équipements. On va pouvoir, par exemple, connecter à la station météorologique la plus proche, de savoir que demain, par exemple, il va y avoir une hausse importante des températures. Bien, on va dire au climatiseur, par exemple, attention, dans 2 jours, il va y avoir une température de X, les clims doivent s'allumer normalement à 8 h du matin. Bien là, automatiquement, le logiciel va dire non, il faut qu'on les allume un peu plus tôt pour avoir une courbe d'allumage plus lisse, et de sorte à ce qu'à 8 h du matin, la température soit bien celle qu'on a prévue pour le confort de l'usager. Donc on va aller justement piloter l'ensemble des équipements. Et puis la dernière, et celle qui pour moi aujourd'hui est très importante et très peu utilisée dans les bâtiments tertiaires surtout,
c'est la GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur. Aujourd'hui, les industriels se dotent de ce genre d'outils, mais qui très sincèrement sont des vraies usines à gaz, enfin, c'est vraiment des outils pour l'industrie, et les bâtiments tertiaires ne sont pas dotés d'outils simples pour pouvoir gérer la maintenance des équipements. Et quand on dit la maintenance, on peut parler de tout. On peut parler des systèmes de climatisation, on peut parler de la maintenance et des tours pour aller vérifier si les extincteurs ont bien été analysés une fois par an, les ascenseurs, l'éclairage, etc., les tableaux électriques. Et donc on a utilisé ce manque, on va dire, d'investissement parce qu'il n'y avait pas les outils pour faire une GMAO dédiée qui va être simple d'utilisation mais qui va nous permettre, un, d'augmenter la durée de vie des bâtiments et deux, réduire également les surconsommations. Donc voilà l'innovation qu'on a faite, qu'on continue à développer. J'en profite pour dire qu'effectivement, quand on est une start-up, il y a beaucoup de financement et il y a un besoin, à un moment donné, quand on est en phase d'expansion, de ressources. Aujourd'hui, moi, vraiment, c'est un message que je passe qui est en aparté, mais j'en profite d'être dans une université pour le dire et j'en parle dès que je peux. Mais si je n'avais pas eu en France de formation en apprentissage, je n'aurais jamais pu faire de grandes études. Parce que je n'avais pas forcément les moyens de payer des grandes écoles privées. Et aujourd'hui au Maroc, moi, je veux embaucher, je veux mettre ma pierre à l'édifice. Et pour ça, j'ai un seul choix. Le stage de 6 mois avec une embauche après. Je pense que ça mériterait qu'on commence à creuser la notion de l'alternance et l'apprentissage. Parce que, honnêtement, je veux dire, c'est salutaire pour tous. Les jeunes, ils repartent avec une vraie expérience. Les entreprises respectent beaucoup plus parce qu'elles ont suivi des projets tout au long de l'année. Et quand on sort d'école, on a un job avec un salaire qui est déjà très supérieur à celui qui a fait un stage. Moi, en tant qu'aujourd'hui recruteur, c'est le type de profil que je cherche, pouvoir les former, qui m'accompagnent parce que je n'ai pas forcément les moyens de prendre des personnes en CDI tout de suite. Et donc, du coup, voilà, c'est l'appel que je lance. S'il vous plaît, faites des filières en alternance au Maroc. C'est hyper important. Merci. Merci Madame Alain pour ce partage. Donc vous avez donné donc les trois grandes dimensions de l'apport de la solution développée par Visio Process. Smart Globe. Donc là, on ne peut que souligner l'importance de telles solutions, vu que la finalité c'est d'économiser jusqu'à 40% de consommation d'énergie. Donc là, l'innovation doit se faire également doit se faire en aval, mais également en amont pour veiller à ce que les systèmes ne soient pas énergivores, pour économiser là où on peut économiser. J'ai souligné également le message d'alternance, donc c'est un message très important, qui permettra éventuellement à donner aux étudiants non seulement l'avantage d'un point de vue salaire, mais surtout de compléter la formation théorique, les apprentissages à l'école ou bien à l'université d'une façon générale, par des apprentissages pratiques, qui vont engendrer non seulement les aspects techniques, mais aussi les aspects organisationnels, la gouvernance, le savoir-être. Donc ça permettrait aux apprenants de développer pas mal d'aspects en dehors des aspects techniques. Là, sans trop tarder, je vais passer, si vous permettez, à notre troisième intervenant. Alors, professeur Ammar est directeur du Centre d'innovation technologique à l'EMI. Là, je pense qu'il aura pas mal de choses à partager avec nous concernant le Centre d'innovation technologique. Pouvez-vous nous parler en particulier des efforts déployés pour simuler l'innovation technologique? Il y a pas mal d'actions qui sont entreprises par le CIT à l'EMI, qui permettent un peu de simuler l'innovation technologique et d'accompagner les jeunes dans la création d'entreprises innovantes. Voilà, à vous la parole. Merci.